Est-ce que ce que je voudrais savoir, parce que pour deux raisons, on va dire ça te concerne plus. Peut-être que Andrea aura des exemples. Un, parce que c'est dans le foot, on a dit, on trouve beaucoup plus de personnes qui ont arrêté le colto. Oui. Et puis, l'environnement de la Côte d'Ivoire. Est-ce que il y a eu des cas où deviez aller négocier, je vais dire quoi, des primes, ou négocier des conditions, je vais dire au niveau du club, et puis instinctivement, tous tes coéquipiers se sont dit, ah, c'est toi l'intello du groupe, faut aller, mets-toi devant. Ouais, ça c'est fréquent. Après aussi, c'est pas nécessairement dû je veux dire, à mon parcours scolaire, peut-être à cause de la personnalité aussi, que peut-être que les gens te font confiance naturellement. Mais en même temps, ça aide parce que même dans mes contrats, j'ai toujours eu des contrats assez particuliers dans tous les clubs où je suis passé. Parce que je me rappelle, paix à son âme, le président du stade, Maître Adou. Oui. Ouais, je devais avoir 19 ans ou 20 ans quand je partais à la JCA. J'avais négocié un contrat. Il me disait, mais le petit là, il est intelligent, hein. Et en fait, c'est parce que déjà, il y a ce décalage. Bon, après, moi, j'avais fait comptabilité, donc j'avais des rudiments de droit. Donc, je savais sur quoi. Tu avais, genre, dans le contrat, tu avais négocié ton salaire de base, du salaire. Ouais. Tu négocies le salaire brut, tu négocies aussi les primes de transport. C'est pas commun ici. Oui, si on te fait un salaire, tu as un salaire, c'est bon. Mais tu peux négocier des primes par exemple de performance, tu peux négocier même une prime de logement. Normalement, c'est ce qui se fait. Mais bon, après, les gens n'ont pas la chance de connaître tout ça. Mais je veux dire que dans la plupart des clubs où j'ai été, même quand il faut aller voir les dirigeants, pour discuter, c'est tout de suite on dit ah oui, toi faut aller parce que voilà. Tu allais parler de ton groupe français comme les disent. Tu vois, donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Peut-être qu'on est vu comme des syndicalistes, mais pas nécessairement parce que les présidents de clubs, ils connaissent, ils savent. De toute façon, on va pas avec arrogance ou quoi que ce soit pour leur parler, mais on va vraiment pour expliquer ce que les autres vivent ou ce qu'on vit en groupe avec les mots justes. Et tout de suite, ça les touche. Même dans mon club actuel, il y a le capitaine, moi je suis vice-capitaine. Je suis nouveau dans le club en réalité, mais tout de suite on m'a dit bah écoute vice-capitaine, tu accompagnes le capitaine quand il y a des discussions avec la direction et tout ça. Et donc nous aussi on est ce relais là entre la direction et le côté les joueurs on va dire. Donc ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière, même quand j'étais au Maroc, des fois c'est vrai que je parlais pas bien arabe, mais j'avais des discussions comme ça avec mes dirigeants. Et ça a toujours été quelque chose qui m'a suivi dans les clubs où j'ai été jusqu'à maintenant. D'accord. Je vais dire que toi, de ton côté en France. Non, mais en Côte d'Ivoire. Oui, c'est vrai, effectivement. Parce que c'est là même. Bien sûr. On va dire que tu étais la tête de pouf. Bien sûr. Tu étais une capitaine avec tous les attributs sur le terrain, dans les négociations et tout. Exactement. Donc oui, en tant que capitaine, en plus, j'arrive sur un sport qu'on ne connaît pas du tout, il faut le dire. Nous sommes vraiment les pionnières quelque part du rugby ici. Donc moi déjà, j'avais pas conscience des difficultés. Et quand je suis arrivé, les filles m'ont dit ah si c'est comme ça. Je dis bah non, ça doit pas se passer comme ça. Et c'est vrai que qu'on rentre dans des négociations. Moi, j'ai la manière un peu plus douce. Nous, on a tendance à vouloir échanger. Le but n'est pas de cogner, voilà, ou d'être dans la confrontation. C'est de négocier, de faire entendre nos difficultés, nos réalités aussi, parce que bon voilà, il y avait des joueuses qui devaient s'occuper de leur maison avant de venir à l'entraînement. Donc bien expliquer tout ce à quoi on fait face. Il y a des compétitions où on nous mettait des médecins, sauf qu'au rugby un médecin sert à rien. On a besoin d'un kiné. Ouais. Voilà. Quand on est blessé, un médecin il va te donner un comprimé. Non, on a besoin que tu remettes nos os en place pour qu'on puisse repartir sur le terrain. Donc tout ça, j'ai négocié toutes ces choses à dire. S'il y a des médecins qui doivent venir, enfin s'il y a une équipe médicale qui doit venir, on préfère avoir un kiné plutôt que voilà doucement. On préfère avoir un kiné plutôt que d'avoir un médecin. Ouais. Par exemple, enfin toutes ces petites choses là.
aussi faire entendre que nous sommes des femmes, nous avons nos règles et qu'à ces moments-là, c'est compliqué pour certaines de pouvoir jouer. Donc, on a besoin d'avoir un traitement particulier pendant ces moments-là. Voilà, plein de petites choses, mais souvent, c'est vrai que c'est moi qu'on envoie pour toutes les négociations. D'accord. Maintenant, tu disais que, on va dire, le niveau scolaire ou éducatif des joueuses ou bien des joueurs de rugby, il est beaucoup plus, on va dire, poussé, beaucoup plus élevé. Quand tu es arrivé, je vais dire en sélection, est-ce que déjà tout de suite, dès que tu es arrivé, tu as été capitaine? Oui. D'accord, ok. Donc, au niveau de, bon, j'ai pas dit la différence, mais au niveau de l'écart en termes d'éducation, qu'est-ce qui t'a le plus frappé? Il y avait de tout. Il y avait des filles. D'ailleurs, il y a beaucoup de filles qui venaient de l'INGS, donc forcément avec un certain bagage quand même. Et puis il y avait d'autres qui étaient pas forcément scolarisées. Vraiment, on avait de tout. Ok. Donc c'était évidemment un mélange où tu apprenais de. C'est ça. J'apprenais de tout le monde. Maintenant, bien sûr, il y a toujours cette sensibilisation à encourager les jeunes filles à continuer leurs études parce que voilà, vous constatez que le rugby, ça paye pas plus que ça. C'est vrai qu'on voyage, c'est vrai qu'on arrive à négocier des petites primes, mais la vraie valeur sûre reste quand même les études, quoi. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler d'un retour positif que tu as eu en termes d'éducation? Est-ce qu'il y a une coéquipière ou une fille même qui n'était pas ta coéquipière, mais dans le monde du rugby, qui, après avoir échangé avec toi, elle a eu le courage de reprendre les études ou bien de ne pas abandonner? Oui, il y a une joueuse particulièrement, je n'ai pas forcément envie de la citer, mais il y a une joueuse particulièrement qui a passé le bac et qui l'a raté. Ses parents, en cours d'année, en plus, n'avaient pas, surtout la deuxième année qu'elle devait reprendre, n'avaient pas les moyens de de payer sa scolarité. Je lui ai demandé de ne pas abandonner, je l'ai accompagnée et puis là elle a eu son bac, donc voilà, une grande fierté particulièrement. Félicitations. Ouais, vraiment grande fierté, mais en général j'ai tendance à suivre tous les athlètes que je côtoie, j'ai tendance à le suivre. Moi, je suis présidente aussi d'un club à Yayam-Soko. Donc, oui, c'est ça. Donc, même eux, je les suis, je suis leurs résultats scolaires. Bon, voilà, c'est tout à fait logique, hein. Je suis dans l'éducation, donc il est hors de question de les laisser abandonner, quoi. D'accord. Est-ce que, en sélection, tu penses que depuis ton départ, il y a une ou bien deux qui, je ne pourrais pas dire continuent ton combat, mais qui ont gardé beaucoup d'enseignements, beaucoup de toi? C'est vrai que je reçois régulièrement des messages pour me dire que mon identité était particulière parce que je suis de base quelqu'un qui a tendance à rassembler les gens et pas, comme je disais, pas que sur le terrain, même en dehors. Je fais beaucoup d'activités pour animer finalement, pour qu'on puisse se connaître. Même un jour, je suis allé faire un entraînement avec des jeunes qui allaient jouer une compétition, mais ils ne se connaissaient pas. Donc, d'entrée de jeu, je dis faites-vous des passes et quand vous recevez le ballon, dites le prénom de la personne qui est à votre droite. Quoi. Il y en a qui ne se connaissaient pas. Donc, ils disent vraiment, tu as toujours fait, même quand on est aux sélections, c'est animer toutes les activités que je vais faire. C'est vraiment pour renforcer la cohésion. C'est vrai qu'elles me disent qu'elles ont moins ça aujourd'hui. J'ai constaté aussi que le niveau, là, c'était encore plus catastrophique. On s'est pris oui, c'est ça. On s'est pris des raclés incroyables comme on n'en a jamais pris. On dirait qu'on est en train de régresser. Voilà, c'est, j'ai envie de dire, il n'y a rien d'étonnant. Tant qu'on ne se mettra pas en face de nos problèmes, on ne va jamais pouvoir les régler. Okay. Mohamed, moi je veux savoir en termes d'impact de l'entourage. Voilà. Est-ce que il y a des joueurs qui ont déjà échangé avec toi, qui ont bien voulu, je vais dire, continuer, suivre ton conseil, mais l'impact a eu raison d'eux?
l'entourage en tout cas? Franchement, je me rappelle pas, mais à l'époque, j'avais un cousin, un petit cousin qui était à Bondougou, qui voulait faire du foot. Ah ouais, et bon, comme moi, je jouais et tout, donc j'étais allé une fois en vacances, et puis, bon, sa grand-mère qui est ma tante, qui me disait, ouais, ton petit et tout, il veut jouer au football. Et je dis, non, pas question. Tu vas à l'école. Tu joues au football, si tu es bon, de toute façon, tu pourras faire professionnel. Mais l'école, il y a un temps pour. Si tu rates, après, ça va être compliqué. Heureusement, il a continué, il a eu son bac, après, il a fait de l'INGS, je crois qu'il a fini sa formation. Donc après, il y a des exemples comme ça. Et aujourd'hui, de plus en plus, parce que, comme j'ai dit, j'ai eu la chance de faire la télé, il y a des joueurs qui m'appellent, qui me disent, ah, vraiment, et tout. Bon, après, les gens, ils s'attardent beaucoup sur, peut-être, ma façon de parler. Mais je pense que j'ai des retours, des jeunes qui m'appellent, qui me disent, ah, vraiment, mon vieux, c'est comme si, en tout cas, tu parles bien. Nous aussi, on va essayer de faire comme toi. Je dis, c'est important. C'est important parce que, dans la vie, on sait jamais où le vent peut nous envoyer, tu vois. Donc, t'es au football aujourd'hui, demain tu pourrais être dans autre chose. Je me rappelle, dernièrement, je parlais avec un agent qui est bien connu ici. On s'est rencontré à un gala et tout. Il y a quelqu'un qui disait, ah, mais Bané, il a fait une grosse saison. Pourquoi tu lui trouves pas un truc? Il dit, non, mais lui, c'est un dirigeant. Pour dire, en fait, que tu peux être bon sur le terrain, mais après ta carrière, tu vas pas nécessairement être entraîneur. Tu vas être peut-être dirigeant, président de club, ou quelque chose comme ça, ou manager de club. Donc vraiment, pour ça, il faut avoir un minimum. Donc moi, en tout cas, le conseil que je donne aux jeunes, si vous êtes fait pour le sport ou le football, de toute façon, vous le ferez. Mais il faut pas rater le coche des études. C'est important parce que si on déconnecte à un moment pour revenir, c'est compliqué. Ok. Capi, directrice. Madame. On sait que, je l'ai dit, l'éducation a un impact, un poids dans la prise de décision du sportif. Surtout quand il est, je l'ai dit, en pleine carrière entre le choix de prolongation dans un club ou un transfert ou tout autre. Est-ce qu'il y a une décision qui te marque où tu te dis, heureusement par exemple, pour toi, puisqu'il n'y a pas eu l'option d'arrêter et tout, heureusement que j'ai continué par exemple dans cette filière ou bien dans cette voie? Moi, je pense du coup, je vais plutôt revenir à la maternité. Parce que forcément, nous, en tant que femmes, on s'arrête pour faire les enfants éventuellement, pour celles qui veulent. Il faut revenir après. C'est vrai que je me suis posé la question de est-ce que je pouvais revenir après ça. Maintenant, mentalement, je suis quand même forte. Je me suis dit, je vais revenir, mais en mode tranquille. Je vais faire en loisir un peu. Je crois que j'ai fait 3 mois, je sais pas exactement. J'ai fait 3 mois, les coachs m'ont dit, non, c'est pas possible. Tu viens en haut niveau. Je dis non, enfin vraiment le haut niveau, si je pense pas pouvoir revenir. Mon coach, je me souviens, Cyril Fouda, il m'a dit non, tu reviens, je veux rien savoir. Mais c'est vrai que à ce moment-là, j'ai repris et je pense que c'est l'année en question, j'ai été MVP. Je sais pas si c'est mon éducation ou pas qui a joué, mais en tout cas, c'est une reprise, inespérée, quoi. Alors, donc, c'est l'année, on va dire, post. Oui. Maternité, net que tu as. Oui. J'ai repris. MVP. Oui. C'est ça. Dans ce cas-là, tu dois, chaque 2 ans. Ah, non, mais je veux dire, à partir de là, c'est vrai que je n'ai fait qu'exploser. Après, peut-être que le coaching aussi a joué parce qu'on a changé d'entraîneur. C'était des entraîneurs qui avaient une façon de coacher qui me convenait davantage. Il y avait l'entraîneur principal avec qui j'avais joué d'ailleurs, donc qui était une ancienne coéquipière, et puis le second qui était très bon aussi. Donc peut-être que ça a joué. Mais voilà. Okay. Je vais profiter en même temps parce que je suis allé à plusieurs séances où j'entendais surtout en séance de jeunes beaucoup les coachs avec le langage
ceux-là, pourquoi vous êtes bêtes, ces joueurs-là, ils sont pas intelligents. Et donc, je sais que forcément, tu l'entends plus, tu es plus en séance d'entraînement, je dis que moi. Est-ce que, je dis, les joueurs, ils acceptent beaucoup plus facilement d'entendre? Bon, je ne vais pas dire qu'ils acceptent, mais est-ce que ça agit? Ça agit sur, par exemple, à la fin du match, ils viennent te parler, par exemple, toi, en tant que grand frère, pour dire que, on va parler au coach parce que ce qu'il a dit, on n'a pas apprécié et tout. Ouais, ça arrive. C'est bon, je vais dire maintenant moins, parce que maintenant, bon après, c'est devenu beaucoup, bon pas beaucoup professionnel, mais ça va, ça commence à se professionnaliser. Mais avant, oui, dans des clubs en Ligue 2 ou en Ligue 1, tu peux entendre ces choses-là. Après, c'est aussi l'un des plus gros chantiers, c'est la formation des formateurs ou des entraîneurs. Je pense que c'est des choses que vous allez entendre tout de suite quand vous regardez le cursus du coach. Vous savez qu'il n'a pas vraiment été, il n'a pas vraiment la qualification. Sinon, en aucun moment tu peux dire ces choses-là à tes joueurs. Parce que moi j'ai commencé d'ailleurs à faire ma formation, j'ai des diplômes d'entraîneur. Et donc là-bas on nous apprend à parler aux gens, aux jeunes, même depuis la formation jusqu'à ce qu'ils deviennent professionnels. Le langage, il est très important. C'est le langage qui met en confiance un joueur, dans un athlète, et c'est le même langage qui peut le déconstruire. Donc c'est des choses sur lesquelles il faut être très regardant parce que ça peut influencer le caractère des gens. En dehors même du sport, si on a l'habitude de dire des choses à un enfant, il commence à l'accepter. Et s'il commence à l'accepter, ça commence à faire partie de son habitude, de ses attitudes. Donc, je pense que c'est des choses à proscrire et puis quand même à ramener des paroles beaucoup plus valorisantes pour les jeunes. Moi, je dis toujours au haut niveau, vous allez jamais voir des entraîneurs injurier des joueurs ou leur crier dessus pour crier. Peut-être que si il y a une action où le joueur n'a pas peut-être joué avec l'engagement qu'il faut, on peut reprocher des choses à un athlète sur l'engagement, sur la concentration. Mais en dehors de ça, on parle pas de son intelligence. Ça a absolument rien à voir. Je pense vraiment que dans le coaching de la nouvelle équipe, c'est ce qui m'a beaucoup marqué. Et je pense que c'était plus en adéquation avec ce que moi, avec ma personnalité. On a eu des coachs qui sont arrivés et qui ont commencé même avec une étude de la personnalité. Je sais pas si vous connaissez le DISC, mais c'est une façon d'étudier la personnalité des joueurs. Ouais. Donc j'ai déjà vu, mais j'ai pas le nom exact. Donc en gros, il y a des profils par couleur, commence à dire rouge t'es tant, jaune t'es tant, vert t'es tant, bleu t'es comme ça. Donc dans la communication, voilà ce dont tu as besoin. Moi par exemple, je suis rouge. Donc dans ma communication, j'aime que ce soit une communication directe. Si tu as besoin de quelque chose sur le terrain, si tu veux me donner des informations, tu dis OK, tu fais ça. Et pour moi, c'est clair, je vais sur le terrain, je performe parce que mes informations sont directes. J'ai pas besoin qu'on prenne des gants. Non, tu sais. Sauf qu'il y en a, par exemple, il y a des profils comme les bleus, eux, ils ont tendance à vouloir toutes les informations. C'est-à-dire que, bon, sur le terrain, le temps, ce sera comme ça. L'arbitre, ce sera telle personne, temps, ce sera ta. Voilà toutes les informations que tu as. Voilà ce qu'on attend au final de toi. Et lui, il s'organise comme il veut pour pouvoir arriver au résultat, etc., etc. Donc, on nous a séparés comme ça, en fonction de nos personnalités. Et puis, on a dit, maintenant, elle s'est dit, en tout cas, maintenant, je sais comment communiquer avec chacun. Donc, la communication même était adaptée à chaque profil. Donc, elle dit, vous voyez, on a des personnalités différentes. Tel groupe a besoin de ça, tel groupe a besoin de ça. Et maintenant, notre objectif commun, c'est d'arriver à la victoire. Donc, tout le monde a su comment communiquer avec chacun. Donc, j'ai dit une personne qui est très sensible, si j'arrive, ouais, non, mais regarde comment tu as fait la faute. Non, mais t'aurais pas dû tirer ton ballon comme ça. Non, elle joue au rugby depuis qu'elle a 5 ans. Elle sait comment agir, elle sait comment faire ses passes. C'est pas ça que tu vas lui apporter. Donc, quand c'est comme ça, on a mis aussi des petites choses. C'est-à-dire que quand une personne qui a un profil particulier fait une erreur, soit je vais venir, je la touche, j'ai pas besoin de dire un mot, soit pour certaines, on va dire, Poubelle, donc, à force d'entendre, on sait que quand elle te dit ça, c'est-à-dire ne reste pas sur ton erreur pendant 5-10 minutes, c'est, j'ai le déclic pour pouvoir me rattraper et faire des actions,
différentes. Non. Donc, je suis d'accord sur la façon de s'adresser Aux athlètes. aux athlètes, aux jeunes surtout. Quand je le dis, on a l'impression que je suis excessive, on a l'impression, oui, toi tu viens de l'autre côté, nous chez nous là, c'est pas comme ça. Enfin, vous avez dit, nous c'est la chicote. Oui, c'est vrai, la chicote peut régler certaines choses, mais un enfant qui fait des choses parce qu'on le chicote, le jour où on va enlever la chicote. Qui il sera? C'est ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Qui il est? Moi, je préfère prendre beaucoup plus de temps à obtenir quelque chose de mes élèves sans la chicote que de dire, ah oui, ils sont tous droits parce que je les ai tapés. Parce que pour moi, je dis, il fait ça parce que je le tape. Il va arriver à la maison. Il va faire n'importe quoi. Je veux qu'ils prennent conscience de pourquoi je leur dis de faire certaines choses. Pourquoi je tiens à ce que leur classe soit propre quand ils travaillent. Pourquoi je tiens à ce qu'ils s'adressent, même, on en parlait, j'ai dit, je ne tolère aucun écart de langage. Je dis, vous ne pouvez pas dire même les jeux où on fait ce jeu-là, elle dit, même si vous riez et puis vous faites comme ça, vous tapez là, vous serez puni. C'est ça. Même quand tu tapes, même quand tu ris, je veux pas que tu tapes ton ami. Elle dit, madame, non. Madame, c'est ça. Comme ça. Et tout ça, dans l'intellect, c'est pour leur apprendre Bien que sûr. vraiment vous avez de la valeur, vous êtes intelligent, tout ce que vous faites là, on vous construit pour demain, c'est pas pour quelqu'un. Ne fais pas les choses parce que moi je t'ai dit si tu fais, je vais te frapper. Ouais. Fais parce que tu es convaincu, parce que je suis en train de te dire. C'est ça. D'accord. Donc on va aller maintenant, je vais dire dans le temps additionnel. Au rugby, il n'y a pas de temps additionnel. Si, on a aussi, c'est pas vraiment du temps additionnel, c'est tant que le ballon ne sort pas du terrain, ça continue à jouer. C'est la sirène qui, oui, à c'est ça. 80e, C'est ça. La sirène sonne. S'il n'y a pas de faute ou le ballon n'est pas sorti, ça continue. Ok. D'accord. Donc, on va aller dans la dernière partie où on va plus parler de propositions, de solutions. On avait déjà énoncé, touché cela. Mais avant de parler de propositions, tu vas parler de diagnostic. Donc, souvent, même dans le sport ivoirien, on a fait le diagnostic. Mais pour pouvoir trouver maintenant la solution, là, c'est sur ça que on continue. Est-ce que depuis ton arrivée, tu penses qu'il y a une progression dans l'éducation déjà des sportifs que tu as rencontrés jusqu'à, bon, je peux pas dire à ta retraite, puisque je sais que tu es encore en contact avec eux? Là, je trouve en tout cas dans le domaine du rugby, globalement, je vais dire que la progression est faible. Parce que, bon, c'est vrai que les élèves, je suis tellement dans ma fonction de directrice, les athlètes sont conscients que le rugby ne va pas forcément les mener loin. Donc, ils sont tous concentrés sur leurs études. Et puis, bon, le rugby, c'est en plus. Donc, c'est très compliqué d'observer une progression sur papier. Pour pouvoir observer ça, il faut malheureusement mettre beaucoup plus de moyens, les voir dans un meilleur cadre. Mais pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on ait réellement progressé sur le plan sportif, en tout cas. D'accord. Mohamed, parce que toi, tu as débuté en 2010. Non, 2009. 2009. 2008-2009. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Tu es de la même période avec les dinosaures, Bonazobi, Guamac. Ouais. Voilà. Ouais. Et puis ici, vous allez s'enchaîner. C'est ça. Donc, depuis 2008, alors, on a dit que fin une autre décennie, ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui. On va avec 2020. Progression sur le plan sportif. En termes d'éducation, plus les joueurs, est-ce que les joueurs, par exemple, qui rentrent, arrivent avec un niveau scolaire, ou bien, je vais dire, en termes d'éducation, un peu plus élevé? Par exemple, si en 2008, en moyenne, les joueurs avaient arrêté l'école je dis quoi, au CM2 ou en 5e, aujourd'hui, on est peut-être passé à une étape du 3e. Ah ouais. Après, sur ce plan, je pense que ça a évolué quand même. Parce que bon, après, vous allez voir que, entre autres, il y a eu des réformes l'école Lucati, par exemple, tu prends 2008 à aujourd'hui, ça fait presque 20 ans. Donc, les jeunes qui sont venus après, ils ont peut-être la chance d'avoir un cursus un peu plus long. Après, le souci, c'est la tranche d'âge. Okay. Parce qu'ils commencent à taper dans l'œil des gens quand ils ont 14-15 ans. Alors que c'est l'âge, naturellement, où tu es en train de faire le brevet, le PC. Et tout de suite, pour la plupart, ils ont le niveau 3e.
Il y en a pas beaucoup qui vont jusqu'à loin parce que à partir de 14 ans, il est en train de faire son brevet. Si heureusement il a eu son brevet, tant mieux. Mais après, il peut plus continuer parce que là, il va rentrer en club. Il faut qu'il commence à jouer, il faut qu'il commence à s'entraîner. Donc, je vais dire beaucoup plus parce que bon, avant aussi, la réalité, elle était tout autre. Tout le monde n'avait pas accès à l'école. Et aujourd'hui, de plus en plus, les gens arrivent quand même à scolariser les jeunes. Donc, je pense que ça s'améliore, mais je pense aussi qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Je pense que la Côte d'Ivoire, on regorge de tellement de talents, je veux dire, dans tous les domaines d'activité. Elle avait parlé de ce qui était la gestion de la communication de façon individuelle dans le collectif. C'est justement aussi quelque chose qui pourrait interpeller, on va dire, nos fédérations, par exemple, pour vraiment diagnostiquer ces problèmes-là. Il faut faire appel à des sociologues, à des psychologues. C'est important parce que ça traite de la chose humaine. Donc, il faut y apporter aussi de l'intérêt. C'est pas seulement des gens qui viennent courir sur le terrain. C'est des gens qu'il faut comprendre, qu'il faut connaître en fonction aussi des différents environnements. Donc, c'est vraiment de là que va venir le vrai diagnostic. Peut-être que moi, je veux dire, par rapport à mon expérience, mais peut-être qu'il y a des choses beaucoup plus profondes que seuls des sociologues ou des psychologues peuvent comprendre et expliquer. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on pourra avoir des réponses à certaines problématiques qui minent peut-être le domaine. Donc, je pense que ça évolue, mais on pourrait faire mieux. Oui, la prépa mentale, c'est vrai que c'est important. Hein. Bien sûr, bien sûr. Nous, on avait à Benjerville, je me rappelle, on a eu un psychologue qui est venu. Vous savez, après, les gens, ils ont pas forcément, ils trouvent que c'est un truc de blanc. Est-ce que je vais dire, dans notre environnement, c'est comme ça, on trouve que c'est un truc de blanc parce qu'on n'en a pas besoin. Mais en même temps, ils traitent des mêmes problèmes. C'est vrai que c'est dans un environnement différent, mais ils traitent des mêmes problèmes. Parce que justement, on avait parlé, j'étais allé une fois, je crois, sur un plateau, on parlait du fait que les hommes ne s'exprimaient pas. Bon, moi je suis sportif. On a nos moments difficiles. Comment on les vit? On les vit comme tout le monde. Comme le gars qui travaille dans un bureau, il a ses moments difficiles. Peut-être que le sportif, c'est beaucoup plus fort parce que lui, il est déjà exposé. Quand ça va pas, tout le monde lui tape dessus. Mais c'est les mêmes problèmes auxquels il faut un diagnostic et une solution. Donc, ramener des psychologues, nous, à l'époque, quand ils ont ramené le psychologue, c'était une balle volonté du président, tu vois. Il ramène le gars, et le gars, il fait ses séances, ça rigole. C'est-à-dire, les gens, ils sont pas intéressés. Oui. Alors que, justement, il vient pour apporter un plus. Et même le staff, c'est-à-dire les coachs, ils trouvent que c'est une perte de temps. Alors que le psychologue peut vous aider à résoudre des problèmes individuels qui vont se refléter sur la compétence, ou sinon la performance collective du groupe. Aujourd'hui, les gens, dans notre milieu, ils font le calcul simple. Si ils font une chose, que ça marche tout de suite, c'est bon. Si ça marche pas, si ça prend du temps, si dans le résultat, ça donne pas d'effet automatique, non, c'est pas important. Et du coup, le monsieur, il a fait, je crois, 2-3 séances, c'est bon, on l'a plus vu. Tu vois. Donc, c'est vraiment ces choses-là qui peuvent aider aussi à régler ce problème-là plus profondément. Mais ça, c'est vrai, hein, la préparation mentale, c'est super important. Moi, j'en ai fait forcément dans mon club. Donc, ça a été très bien accueilli parce que j'étais la seule noire. mais oui, moi aussi, ça m'a apporté énormément en tant que joueuse. Je dis, quand on comprend déjà les différentes personnalités, il y a aussi la gestion de quand ça commence à être difficile. Donc, on a des personnes ressources quelque part. Ça nous a permis aussi de détecter dans l'équipe qui est ta personne ressource. C'est-à-dire que quand tout est en train de s'emballer, quand dans le truc, par exemple, le 2 quand tu es mené, quand tu mènes 2-0 et que, je sais pas, moi, en 10 minutes, tu te retrouves à être à 2-2, c'est la panique.
qu'est-ce qu'on fait, comment on agit, qui tu regardes, qu'est-ce que tu fais. Et parfois, il y a juste des gestes. Hein, ils nous apprennent, ils disent quand tu es comme ça, c'est lié à telle situation. Donc quand c'est comme ça, il faut que tu trouves un geste qui va te faire redescendre. Et chacune avait trouvé son geste. Ouais. Ça fait partie des routines. Donc si tu dois tirer, bon chez vous c'est un penalty, tu dois tirer un penalty. Voilà ta petite. Tu dois prendre un coup de respiration pour réguler ton stress. Vous voyez un peu la routine de chaque joueur quand tu dois tirer entre les poteaux. Parfois il y en a même qui font des trucs parfois très amusants, qui dansent. Enfin, on voit un Nadal qui a aussi ses petites mimiques. Toutes ces choses là, ce sont des choses qu'on trouve et ça permet aux sportifs, de l'athlète de redescendre, et ça passe, comme tu dis, par une analyse de la situation, à quel moment je l'utilise, etc., etc. Mais nous, là, on va regarder ça en disant, c'est pas, ça change un match. Moi, j'ai fait du yoga au Maroc. On avait un prof de yoga qui venait chaque jeudi, je crois, les avant-veilles de match. Les mecs, ils rigolaient. Mais le coach, il savait que c'était important. D'accord. Est-ce que vous pouvez me parler des retours de vos proches sur, je vais pas dire sur combat, mais cette volonté de mettre la lumière sur l'éducation dans le sport? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Je laisse commencer. Ben moi, je dirais que les gens, ils trouvent tout, c'est une bonne chose, hein. C'est surtout dans le milieu. Moi, c'est beaucoup plus dans le milieu. Et quand on va, par exemple, rencontrer des officiels, et qu'on a des échanges, ils nous disent tout de suite que ce que vous dites, c'est vrai. Ça passe sous nos yeux tous les jours, mais on s'en rend pas compte. Et c'est un peu ça. Je pense que, voilà, nous, on continue le combat. Aussi, dans le milieu, il y a des gens qui savent, mais comme je dis, hein, ceux qui sont en activité, les sportifs, les jeunes qui veulent devenir professionnels ou qui sont ici professionnels, ils ont la tête dans le guidon. Ils peuvent pas, franchement, ils voient pas les choses comme on dit, parce que le mec, il se dit, moi, dans 2-3 ans, ça y est, je signe pro, ma vie, elle a changé, tu vois. Donc, il se dit que tous les efforts ou les sacrifices qu'il a consentis pendant tout ce temps, il y aura un moment où il aura sa gloire. Bien sûr que nous, avec les jeunes, on leur souhaite ça. Mais peut-être qu'elle va arriver pas dans la dimension que vous attendez, ou peut-être que elle sera tellement courte que vous n'aurez pas vraiment profité. Donc, c'est vraiment nous, on continue. C'est-à-dire qu'on a de bons retours, comme j'ai dit, mais pas nécessairement des gens du milieu. C'est vraiment des gens qui ont arrêté, des gens qui sont dans d'autres secteurs d'activité, qui nous disent, écoutez, ce que vous faites, c'est bien, continuez. Et nous, on espère que on s'attend pas tout de suite à ce qu'il y ait une jeunesse sportive avec un quotient intellectuel ou avec des diplômes. Non, mais on veut que ça commence à se mettre en marche et que dans l'inconscient des jeunes qui commencent à choisir le sport, ils se disent, faut pas que je laisse l'école parce que avant et après ma carrière, j'aurai une vie. Et la vie après la carrière, elle est beaucoup plus longue que la vie en carrière, en fait. Me concernant, oui, l'entourage est plutôt enthousiaste aussi et accompagne ce combat-là. Et je pense que c'est ce qui est d'autant plus frustrant parce qu'on a l'impression que tout le monde se rend compte de l'importance de l'éducation. Tout le monde est d'accord avec nous. Tout le monde voit le problème. Mais quand il s'agit d'agir, on n'a pas l'impression que, tu vois, qu'il y ait la même engouement, la force nécessaire pour qu'on puisse tous aller vers quelque chose qui va résoudre le problème. Ouais. Et c'est ça qui est dommage et très frustrant. Sinon, clairement, je pense qu'on peut s'asseoir avec n'importe qui aujourd'hui et la personne doit te dire ce qu'on est en train de dire. C'est plus qu'évident. Maintenant, comment on fait pour tous se mobiliser pour arriver à accompagner nos jeunes? C'est ça la question. Je pense d'ailleurs, merci pour cette rencontre parce que peut-être que ça va permettre, voilà, c'est une force supplémentaire. Peut-être on va aller chercher d'autres personnes et en agissant ensemble, on aura beaucoup plus de poids forcément qu'en agissant chacun de notre côté. D'accord. Est-ce que toi, tu as un message particulier pour les femmes, les mères et en même temps les joueuses? Je vais te laisser donner le message aux femmes parce que très souvent, c'est vrai que on dit
qu'une femme parle à une femme, ça a l'air logique, mais je pense que c'est encore plus fort d'avoir un homme qui donne des conseils aux femmes. Aujourd'hui, les femmes peuvent faire tout ce qu'elles veulent, elles peuvent mettre tout ce qu'elles veulent, la compétence et tout ça, mais vous avez beaucoup plus de poids. On le voit, football féminin, football masculin, ça n'a rien à voir. Lui, il parle, sa voix sera beaucoup plus entendue. Donc, si il s'adresse directement aux femmes, parce qu'elles vont plus s'entendre. C'est aux femmes et où? Aux femmes, donc aux mères d'abord, voilà. Et aussi aux joueuses. Aux mères? Oui. Par rapport au sport, hein? Oui, voilà. Okay. Par rapport au sport. Voilà. Il faut qu'elles puissent continuer, je dis, motiver leurs filles à continuer le sport, continuer les études tout en, je dis, voulant faire le sport. Tu sais, d'accord. Déjà, le mot maman, déjà, c'est d'abord dire merci au moment, parce que sans elle, on serait pas là. Après, c'est de continuer à encourager leurs jeunes filles dans les activités sportives, parce que le sport, c'est un vecteur de rassemblement avec des valeurs, la solidarité, l'esprit de groupe, de partage, et beaucoup de valeurs qui peuvent aider quand même ces jeunes filles-là à vraiment se mouvoir dans une société qui devient de plus en plus difficile. Et puis vraiment de leur demander de continuer, voilà, comme j'ai dit, à accompagner les jeunes tout en donnant des conseils, leurs conseils très précieux. Et puis aux jeunes filles, c'est comme elle a dit, hein, aujourd'hui, les femmes sont capables de tout, peut-être mieux que les hommes, parce que il y a qu'à se rendre compte de si on devait vivre un monde sans femmes, ça serait compliqué. Donc elles ont toute cette importance-là dans la société, elles sont très importantes dans notre société. Justement, c'est elles qui sont à la base de notre société, parce que c'est elles qui éduquent nos enfants, en réalité, parce que peut-être que le papa, il est toujours parti. Et donc, elles ont cette vraie place dans la société qu'il faut qu'elles prennent aussi, même dans le sport. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas nécessairement mis sur les mêmes pieds d'égal, mais avec le temps, les choses vont s'arranger. Comme aussi le sport masculin a connu ses moments difficiles, il a fallu batailler, il a fallu taper à toutes les portes pour que ça commence à se développer. Aussi, on va les accompagner aussi à notre petit niveau, vraiment à les aider pour qu'elles puissent développer leur sport, notamment aussi avec l'association des footballeurs aussi. On veut maintenant intégrer les filles, parce que certes, c'est pas professionnel, mais elles commencent à prendre en tout cas un niveau et tout ça, donc il faut justement les accompagner et les préparer, et voilà, c'est de leur dire de continuer, de tenir bon. C'est vrai que c'est pas évident dans ce monde-là, mais elles ont totalement leur place et elles ont les capacités pour faire mieux que nous-mêmes. Okay. En tout cas, moi, je rajoute, les parents, n'ayez pas peur d'encourager vos filles dans le sport. Ça ne va pas les changer. On peut très bien faire du sport et être maman et être mariée. On en voit de plus en plus, hein, des sportives qui arrêtent leur carrière. C'est mon cas également, pour s'occuper de leur famille et puis en même temps revenir sur les terrains. Donc, n'ayez pas peur de ne pas avoir des petits enfants. On s'arrêtera pour faire les enfants et on reviendra. D'accord. Déjà, je veux savoir, qu'est-ce que vous pensez de ce format, de cet échange entre sportifs, mais sportifs de disciplines différentes, qui a priori ne se connaissent pas. Je pense que vous ne vous connaissez pas avant. Non. Voilà. Pour qu'on puisse échanger sur un thème bien précis. Bah, en tout cas, pour moi, c'était très intéressant. Il y a des choses aussi que j'ai pu comprendre, réaliser. Il y avait des réalités que je ne connaissais pas. Et c'est intéressant de pouvoir avoir ce retour-là, parce que ça permet aussi d'avoir plus de recul face aux situations. Parce qu'on a tendance à dire oui, mais ils font pas ci, enfin les parents ne font pas ci, ne font pas ça. Ils laissent leurs enfants, mais en réalité, derrière, il y a des choses aussi, il y a tout un contexte, tout un environnement qui est favorable à certaines actions plus que d'autres. Et pour moi, c'était très intéressant de voir ça. Ça me permet de m'adapter si demain je suis confronté à cette situation.
Moi, je dirais pareil. Je pense que je connaissais pas bien le rugby et j'ai eu je vais dormir moins bête ce soir. J'ai compris, j'ai appris des choses. Et puis déjà, le sport, on partage les mêmes valeurs, mais dans des environnements peut-être qui sont différents. Et de se retrouver, il y a toujours cette petite connexion-là qui se fait. Et forcément, on apprend aussi. C'est ça qui est le plus important, on apprend des autres. Et aujourd'hui, je pense que voilà, moi, j'ai fait une rencontre qui, par rapport aux activités qu'on est en train d'essayer de développer, forcément, qui va perdurer dans le temps. Parce que voilà, on partage les mêmes valeurs, on a peut-être la même vision. Et donc, il faudrait que les sportifs aussi soient solidaires, voilà, pour essayer d'apporter ce plus-là aux jeunes qui vont traverser ce que nous, on a déjà traversé. Donc, je pense que c'est une bonne chose, c'est bienvenu et je suis très ravi. D'accord. Merci beaucoup. Encore une fois. Merci. D'accord. Effectivement, moi, quand j'ai dit cette nouvelle production-là, j'avais 2 objectifs principaux. Premier objectif, créer un réseau anti-sportif, comme tu as dit, pour qu'ils puissent se retrouver, se connaître au-delà de ce qu'ils ont l'habitude de rencontrer que des footeurs ou que des rugbyman. Donc, il y a véritablement une synergie entre les disciplines sportives au plan local. Et puis, le deuxième objectif, c'est de connaître l'homme, l'humain, la personne derrière le sportif. Okay. Parce que Mbappé avait dit, les gens, ils ont l'habitude de nous voir seulement dans les télé. Quand ils allument les télé, ils nous voient. 3 jours après, ils rallument, mais ils ne savent pas qui nous sommes. Donc, dans un échange véritablement long, voilà, pour que chacun puisse véritablement dire ce qu'il pense à partir d'une thématique qui est d'actualité. Voilà. Donc, si ça vous a plu, c'est tant mieux. Ça me donne l'envie, voilà, de continuer parce que trouver 2 profils, de disciplines différentes sur un sujet où les 2 sont à l'aise, c'est compliqué. Ah oui? Oui, c'est compliqué. En tout cas, là, c'est réussi. Voilà. Donc, on va continuer. On espère que le public va apprécier et puis à la fin, on fait tout ça pour que l'économie, l'industrie du sport en Côte d'Ivoire plus se réveille, que ça ne soit pas seulement un mot, que ça soit véritablement concret parce que, comme vous l'avez dit, bien dit, il y a trop d'opportunités. Je dis en termes de développement, en termes d'économie. C'est ça. Du sport. Voilà. Donc, je vais vous laisser chacun conclure avec son mot. Vous d'abord. Déjà. Ok. Non, si, il y a des mots. Non, il n'y a pas spécialement de dernier mot. Déjà, merci pour ce moment. Et puis, vraiment, on encourage tout le monde à nous suivre pour l'éducation de nos jeunes. On a beaucoup de talents. Et c'est dommage de laisser l'extérieur former nos jeunes et les récupérer. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour les accompagner, que ce soit des gens des enfants qui se transforment en athlètes professionnels ou que ce soit des personnes qui vont travailler dans le monde du travail. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc, il n'y a plus qu'à travailler pour. Moi, je dirais merci et bravo aussi au Papato sportif. Voilà, ça fait plus de 10 ans. Ouais. Ça fait plus de 10 ans. 23 novembre 2015. Ouais. C'était la première vidéo du Papato sportif. Ok, mais moi, j'étais pas loin, hein, non? Ah bon? Papato sportif, on n'avait pas fait un truc ensemble, si, mais c'était bien après. La première vidéo. La première vidéo. D'accord. Merci encore pour cette longévité, mais bravo au Papato sportif et puis voilà que les gens continuent de suivre Papato parce que traite de sujets vraiment de société. C'est vrai que c'est principalement du sport, mais tout ce qui touche à la société, à la jeunesse, c'est important de toucher ces sujets-là. Félicitations à vous et vos équipes. Et puis bon, voilà, on a partagé un bon moment, on a eu une bonne discussion, on a touché un sujet, on pense qui va éclairer les plus jeunes et qui va aider aussi certains qui sont peut-être dans le doute. Voilà. Donc pour nous, c'est toujours important de passer ce genre de message-là. Et puis merci pour la tribune encore. Merci à madame. À madame la directrice. Et puis voilà, ça a été un bon moment. Merci à tous. D'accord. Plaisir partagé. Ok. Donc, la communauté, on vous remercie, d'avoir suivi cet échange-là. Donc, aujourd'hui, on recevait Andrea Dirabou-Massi,
aujourd'hui directrice d'école, sinon ancienne rugbywoman, capitaine de la sélection de Côte d'Ivoire de rugby des dames, et Bali Mohamed, footballeur en activité, donc gardien de but au COK, qui a été international, qui a fait les sélections locales. Alors, il nous a dit aujourd'hui qu'il est encore là jusqu'à 40 ans. Inch'Allah. Donc, Inch'Allah. merci encore de nous avoir suivis. Nous, on va vous donner rendez-vous pour un prochain numéro et on se retrouve chaque semaine. Avant de partir, n'oubliez pas, je vous invite au restaurant Garen. Donc, c'est lui qui nous reçoit pour pouvoir tourner dans un cadre magnifique, calme, posant. Donc, n'oubliez pas de faire un tour pour pouvoir manger en qualité surtout. Donc, tout ce qui est barbecue et tout. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.